Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci maintenant d'avoir pris le réflexe de venir à nos tables rondes. C'est la 4e table ronde de notre cycle L'éducation en question que nous organisons dans le cadre des festivités des 150 ans de l'école alsacienne. Celle-ci, comme les autres, elle nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle va traiter d'une des thématiques importantes à l'école alsacienne et qui souvent fait que les familles ont envie que leur enfant vienne faire un petit bout de chemin dans cette école assez merveilleuse. C'est toute la question de la créativité et comment, par la créativité, donner des idées, rendre libres et rendre acteurs les enfants qui nous sont confiés. Merci à tous nos invités qui sont là ce soir et ils sont très nombreux. Merci à Nathanaël Herbelin, peintre. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci Martin Solveig. Merci Laurent Godet. Merci Grégoire Borst. Merci à tous les 4. Merci beaucoup Anaël Pijat de vous être mis avec ces 4 experts et puis nos 2 élèves que je vais ensuite présenter pour pouvoir organiser et animer cette soirée. Et merci beaucoup Inès, merci beaucoup Angie parce que vous êtes les artisans de cette soirée et merci beaucoup à vous. Très bonne table ronde. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gauthier, merci beaucoup Brice, merci à l'école alsacienne pour cette très belle invitation, ce très beau panel ce soir. Alors, comment et pourquoi développer la créativité dans un milieu scolaire? Voilà le sujet qui nous réunit ce soir. En d'autres termes, pourquoi apprendre aux élèves à innover? Pourquoi leur apprendre à créer? Alors qu'on leur demande le plus souvent de se conformer aux attentes de l'institution, aux attentes de leurs professeurs. Avec nos invités, notre discussion va s'organiser autour d'un certain nombre de questions, en 3 mouvements. Dans un premier temps, ce que c'est que la créativité. Est-ce qu'elle se mesure? Est-ce qu'elle s'apprend? Comment elle s'apprend? Dans un deuxième temps, on réfléchira à ce que produit la créativité à l'école, plus largement dans la société, ce à quoi elle conduit, ce à quoi aussi elle permet d'aspirer. Et puis, dans un troisième temps de conclusion, nous aurons un moment créatif de suggestions de la part de nos intervenants pour développer la créativité à l'école alsacienne, que ces suggestions soient immédiatement réalisables ou pas, donc sentez-vous très libre. Quelques mots donc pour présenter nos invités. Grégoire Borst, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Vous êtes directeur au CNRS du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, je l'ai dit, le LAPSIDE. Et votre laboratoire a une convention de recherche avec l'école alsacienne et votre intervention dans cette table ronde ce soir en fait partie. Laurent Godet, vous êtes romancier et dramaturge. Vous avez obtenu le prix Goncourt des lycéens et le prix des libraires en 2002 pour La mort du roi Tsongor et le prix Goncourt en 2004 pour Le soleil d'Escorta. Votre livre, Les terrasses, sur les attentats en novembre 2015, sort en avril. Ce récit, ainsi que votre pièce « Le tigre bleu de l'Euphrate » seront mis en scène au Théâtre de la Colline à Paris en mai et en juin prochain. Vous êtes ancien élève et parent d'élèves à l'école alsacienne. Nathanaël Herbelin, vous êtes peintre, diplômé des Beaux-Arts. Votre travail a été montré dans de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Vous avez été lauréate de nombreux prix et résidences. Vous ouvrez une exposition personnelle au musée d'Orsay la semaine prochaine jusqu'au 30 juin 2024. Et surtout, vous êtes la maman d'Elisha qui fête ses 1 an aujourd'hui. Et Martin Solveig, vous êtes DJ, vous êtes producteur, auteur, compositeur, interprète. Vous êtes l'un des représentants de la French Touch. Vous avez tourné dans le monde entier. Vous avez remporté de nombreuses récompenses, notamment une victoire de la musique pour votre album C'est la vie en 2008. Vous êtes également le fondateur d'Alma Studio, on va en reparler, une application d'histoire audio originale, sans écran. Et vous êtes aussi parent d'élèves à l'école alsacienne. Et nous avons préparé cette table ronde avec Angie Bonzel et Inès Ketani.
qui sont respectivement en 4e et en 1re à l'école alsacienne. Vous êtes l'une et l'autre membre de la rédaction de Graffiti, le journal de l'école. Et je voudrais ajouter un mot sur le fait que Angie et Inès sont l'une et l'autre très engagées dans des pratiques de danse et de musique pour Angie et de théâtre pour Inès. Et nous allons vous interroger ensemble. Alors, pour commencer, nous avons voulu définir ce que c'est que la créativité, essayer de tenter de faire le tour de cette notion en explorant les notions qui l'entourent, à commencer par celle de la création. Vous êtes 3 artistes autour de cette table ronde. Pour vous, où se situe la ligne entre la créativité et la création? Est-ce que, par exemple, Laurent Godet, vous voulez commencer sur ce sujet? Pour vous, qu'est-ce que c'est que la créativité? Alors, bonsoir à tous. C'est un mot un peu compliqué, parce que c'est un mot très vaste et dont beaucoup de secteurs ou de gens s'emparent, en fait. Donc, effectivement, c'est peut-être bien de tenter de le border un peu. Et puis, pour les plus jeunes gens qui nous écoutent, moi, peut-être d'abord dire un peu pêle-mêle comme ça que je ne vois pas d'opposition entre créativité et travail. Ça va déjà calmer tout le monde. Non, mais je veux dire, le côté, on attend l'inspiration et c'est ça la créativité. C'est en partie vrai, mais le travail fait aussi partie de la créativité. Et puis, oui, après, je pense que ça dépend du but. C'est-à-dire, moi, finalement, la seule manière que j'ai de définir cette créativité, c'est poser quelque chose qui n'est pas attendu. Alors, qui n'est pas attendu parce que personne ne nous attend quand on arrive. On ne nous connaît pas, donc on ne nous attend pas. Et puis aussi, peut-être, là, on parle de grands artistes, hein, je ne me mets pas dans cette famille-là, mais il y a effectivement des gestes qui vont opérer une espèce de petite révolution copernicienne du regard ou de la pratique d'un art. Et dont on peut dire que là, il y a vraiment un geste créatif qui a changé le cours des choses. Mais une dernière petite précision aussi, de la même manière que je crois qu'il ne faut pas opposer travail et créativité, je pense qu'il ne faut pas systématiquement associer art et créativité. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un art académique. Et justement, finalement, ça permet de peut-être définir la créativité comme ce petit moment de rupture. Ce que n'est pas l'art académique, par exemple, qui est dans la continuité. Il y aurait créativité ou création quand il y a rupture, en fait. Donc, et moi, j'ajouterais, parce que j'y tiens sans très bien savoir le définir, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du mystère aussi. C'est-à-dire que, au fond, et c'est là, je finis, mais c'est là où je me démarque. Enfin, je pense qu'il faut distinguer effectivement la créativité ou parler de la création quand on parle du domaine artistique, par exemple, et quand on parle... C'est pour ça que je disais au début que beaucoup de domaines s'en emparent. Vous savez, on va dire que dans une entreprise, quelqu'un est très créatif. Ça ne me pose aucun problème, mais simplement, ça dépend de quoi on parle. Parce que si on est créatif, mais qu'à la fin, c'est quand même pour vendre des yaourts, et je ne dis ça sans mépris, mais c'est bien de vendre des yaourts, mais alors, je veux dire, il n'y a pas de rupture, en fait. Il y a servir la machine d'une autre manière, de manière peut-être un peu plus originale, un peu plus inventive. Je ne mets pas ça dans la catégorie créativité. Ou en tout cas, il faut juste s'accorder sur ce qu'on définit comme ça. Et pour terminer, peut-être aussi dire qu'on peut être extrêmement intelligent, voire très malin. On peut être loyal, on peut être travailleur, on peut être des tas de très belles choses, mais ne pas être créatif. Et c'est pas une tare, et c'est pas non plus... on va pas jeter des pierres à celles et ceux qui ne sentent pas ça en eux. Je pense que ça a quand même à voir avec l'imagination aussi. Donc voilà, rupture et imagination sont probablement une espèce de triangle qui pour moi définissent un peu avec la créativité. Nathanaël Herbelin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe de la créativité à la création artistique? Et est-ce que la créativité est toujours liée à une forme de production? Comment avez-vous fait entrer la créativité dans votre vie sous la pratique de la peinture? Je pense que c'est bien deux choses différentes. Je suis complètement d'accord qu'on peut être créative et que c'est pas du tout notre métier tant que ça. Par exemple... je pense à cette histoire où à New York, à un moment, il y avait un immeuble très ancien où il y avait chaque matin une énorme queue comme ça vers les ascenseurs parce que les ascenseurs étaient tellement vieilles
que ça fonctionnait très lentement. Et pour les remplacer, ça a coûté tellement cher qu'on n'en a pas voulu en changer. Donc, chaque matin, comme ça, les travailleurs de cet immeuble se plaignaient de plus en plus et ça créait vraiment un scandale à un moment. Donc, on a fait appel à des architectes pour trouver une solution. Et finalement, un architecte très créatif a décidé de mettre des miroirs dans tous les ascenseurs. Et depuis, personne ne s'est plaigné. Et en fait, ça peut être génial d'être peintre ou être musicien, etc. Mais je pense que la vie est beaucoup plus facile si on arrive à amener la créativité dans n'importe quel domaine, en fait. Et pour la deuxième question, qui est pourquoi j'ai choisi la peinture. Est-ce que la créativité est toujours liée à une forme de production, en particulier la peinture pour vous? Il y a des productions qui sont complètement académiques, comme a dit Laurent. C'est que souvent, quand je fais un autoportrait, j'ai pas l'impression que je suis complètement dans la créativité absolue. Hein. Je dirais, il y a l'histoire de l'art derrière moi, on a fait beaucoup d'autoportraits. Et puis, tu sais quoi, c'est pas très grave. Pour moi, c'est génial de continuer une sorte de flamme de la peinture et de faire un autoportrait juste pour que ça continue, la peinture. C'est pas toujours une lutte de faire le nouveau truc, pas du tout. Et est-ce que toujours dans la production, c'était ça la question, pardon, j'ai du mal à suivre la question. Donc, est-ce que la créativité est liée à la production, quelle qu'elle soit? Il y a une énorme différence entre peintre de dimanche et un peintre qui a décidé d'en faire de gagner sa vie avec ça. Honnêtement, ça change beaucoup. Et le peintre de dimanche est le peintre le plus libre, parce qu'on n'attend rien de lui. Mais en même temps, il n'a pas de deadline. Comment on dit en français deadline? Deadline. Il n'a pas de deadline. Et donc, est-ce qu'il va vraiment aller à l'atelier tous les dimanches? Je ne suis pas sûre. Et en fait, il y a des avantages et des désavantages d'en faire son métier. Et moi, ça me fait du bien. Parce que moi, de toute façon, j'ai besoin de peindre. Tu sais, si je ne peins pas, ça ne va pas. Et, dans ma tête. Et pour ma famille, etc. Donc, j'ai vraiment besoin de peindre. Et donc, je vais y aller. Et heureusement que c'est mon métier. Mais peut-être si j'étais peintre dimanche, j'aurais tenté faire aussi de l'abstraction là tout de suite. Ou parce que j'en fais très mal. Ou bien j'aurais fait donner plus de place à des pots de terre affreuses que je peux faire et que mon galeriste ne va pas vouloir montrer. Etc. Martin Solveig, comment naviguez-vous entre la création et créativité, entre votre pratique musicale et Alma Studio par exemple? Créer une application entre-t-il dans le champ de la vie créative? Alors oui, évidemment, je peux pas m'empêcher de rebondir sur une phrase que Laurent a prononcée au sujet de la créativité et du fait qu'on n'est pas tous créatifs. En fait, je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on est là pour parler de la créativité dans un cadre scolaire à direction des enfants. Et je me trompe pas. Hein. Et oui, effectivement, il y a des personnalités plus créatives que d'autres où on a, on est tous différents et on a tous des zones plus développées ou plus émancipées d'intelligence ou de talent, ou on appelle ça comme on veut. Mais en revanche, j'ai une vision, je crois, c'est pour ça que je te la soumets, peut-être un peu plus démocratique de la créativité. Je crois que tout le monde a au moins un peu de créativité, parce qu'on a tous un cerveau singulier, et on a une façon de penser, une façon de réfléchir qui nous est très propre, et ça, en revanche, ça fait écho à ce que tu disais, ça amène obligatoirement un geste singulier. Alors ça peut s'exprimer dans l'écriture d'un mail, quand on fait de la cuisine, quand on fait couler un bain. Il y a des gens qui font couler un bain d'une manière et d'autres d'une autre manière. Et je crois que moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette discussion, c'est d'une certaine manière promouvoir la créativité auprès des enfants, parce que je pense que c'est un outil extraordinaire pour demain.
et que c'est un facteur de plaisir, de succès et d'accomplissement de soi. Alors, je me suis vachement éloigné de la question, je vais retomber sur mes pieds. Moi, justement, je suis probablement peut-être plus créatif que créateur, peut-être. En tout cas, dans la musique, clairement, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que si on écoute mes morceaux, j'ai rien inventé. Clairement, voilà, tous les instruments que j'ai utilisés existaient. Voilà. En revanche, j'ai été créatif dans le fait de jouer sur des cadres en écoutant beaucoup, en travaillant beaucoup. Ça aussi, je partage cette idée. Et c'est d'une certaine manière un peu entre les lignes que j'ai réussi à trouver ma place dans les gens qui ont fait de la musique et qui ont eu même du succès avec ça. Et donc, oui, moi, je promeus beaucoup le geste créatif, l'idée créative dans la vie, tous les jours, et j'essaye de l'utiliser dans tout ce que je fais, y compris effectivement dans la création d'une appli pour les enfants. Et Grégoire Bors, dans un registre un petit peu différent, on se demandait aussi quelle est la place de la créativité dans la recherche scientifique qui est la vôtre, et plus largement, comment vous définissez la créativité ? Je la définis relativement de façon similaire aux définitions qu'il y a eu jusque-là. Laurent le disait, la créativité, elle ne s'exprime pas que dans un cadre artistique, et on peut être dans un cadre artistique et pas forcément faire preuve de créativité et inversement. Si on essaye d'avoir une approche scientifique de la créativité, parce que c'est aussi un des enjeux dans les laboratoires comme le mien, on a des approches expérimentales, donc à un moment il va falloir essayer d'opérationnaliser un peu comment on va mesurer cette créativité. Ce qu'on peut essayer de dire, c'est que c'est quand même quelque chose qui relève d'une production qui n'est pas produite nécessairement par l'ensemble des individus. C'est un peu ce qu'on disait à l'instant. C'est une certaine forme de singularité de la réponse qu'on produit, qui n'est plus une réponse finalement qui est totalement normative, qui d'une certaine manière n'est plus la grande catégorie de réponse donnée par la majorité des individus. Et ensuite, la question, et ça reste un débat, je pense, entre les chercheurs qui essayent de comprendre justement le mécanisme et les mécanismes psychologiques sous-jacents à la créativité, c'est de savoir est-ce qu'il faut nécessairement que la solution qui est produite, je pense que ça se pose moins pour l'art, mais ça se pose dans différentes dimensions. Je disais vendre des yaourts, moi j'étais assez d'accord avec ce que disait Laurent, mais je pense qu'à ce moment-là, on fait rentrer une autre problématique qui est des problématiques de valeur associées à ce qu'on produit autour de la créativité, mais peut-être que le mécanisme en lui-même psychologique reste un processus créatif. Il y a la question de savoir est-ce que nécessairement il faut que la créativité amène à une création. Et ça, c'est une autre question. Parce que si on essaye de se projeter dans une notion de créativité innovante, on peut imaginer finalement, et on revient à l'imagination, on peut imaginer des solutions à un problème qui ne peuvent pas aujourd'hui, finalement, qu'on ne peut pas mettre en œuvre, parce qu'on n'a pas encore le développement technologique nécessaire. Et pour autant, c'est aussi faire preuve de créativité. Il y a d'autres chercheurs qui disent bah non, si c'est pas d'une certaine manière, on ne peut pas l'utiliser à un moment T, alors ça n'est plus. On sort de la créativité, on rentre justement dans l'imagination. Donc c'est un peu, je dirais, la définition, elle est aussi contrainte par l'épistémologie qui est la nôtre, qui à un moment, il va falloir qu'on définisse un observable, et cet observable, il va falloir que je définisse par rapport à la définition que je donne. Est-ce qu'il y a de la créativité en sciences ? Oui, je pense exactement, c'est ce que disait Laurent, et ce que vous disiez tous un peu en creux, il y a des moments de rupture. Et en science, il y a des moments de rupture. Michel Serres le disait très bien. En fait, quand on regarde l'histoire des sciences, c'est pas du tout un processus linéaire. Il y a des grandes ruptures en fait dans le champ scientifique. Et ces ruptures, c'est des moments où effectivement il y a eu de la créativité qui s'est exprimée. Tout d'un coup, on va faire les choses un peu différemment, et donc ça a généré des nouvelles connaissances et des nouvelles données. Et quand on est chercheur, alors on peut être très académique ou l'être moins, on peut être très créatif ou pas créatif du tout, mais il y a quand même un processus qui est similaire, je trouve, dans la question de la création et dans la question de la créativité autour des recherches qu'on fait. Il y a quand même aussi une part d'exploration, et je reviens aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, et une part de travail. C'est-à-dire qu'en fait,
la créativité, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre un peu, c'est-à-dire qu'on dit les enfants sont très créatifs. Alors, moi, la particularité de mon laboratoire, c'est de travailler sur l'enfant très jeune, l'enfant plus âgé. Oui, certes, on peut imaginer que c'est créatif, mais en fait, la créativité, c'est basé quand même sur un corpus de connaissances préalables. Et si on n'a pas les connaissances, en fait, on n'est pas très créatif. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, il faut des connaissances préalables. Donc, je pense que quand on est scientifique, oui, on passe son temps à essayer d'être créatif. On ne l'est pas forcément toujours. Et parfois, c'est frustrant de ne pas arriver à être créatif, parce que finalement, sinon, on reproduit des choses qui sont finalement déjà été faites. Et il y a des moments de rupture. Et je pense que c'est vrai au niveau des disciplines, mais c'est vrai aussi au niveau des individus. Il y a des moments où on est plus ou moins créatif. Alors, maintenant que nous avons commencé à faire le tour de cette notion de créativité, on a voulu continuer à explorer un bord extérieur de la créativité, qui est la créativité en art, et les conditions nécessaires réunies par vous trois sur cette question de la créativité en art. Nathanaël Herbelin, comment identifiez-vous le moment propice à la créativité ? Par exemple, le voyage vous met-il dans un état créatif ? Avez-vous un rituel avant d'entrer dans l'état de créativité ? Non, pas du tout. J'ai justement, malheureusement, c'est pas, il n'y a pas le truc de attendre l'aspiration, quoi. C'est que je suis à l'atelier presque tous les jours pour justement attraper, voir si aujourd'hui c'est une bonne journée ou pas. Mais je vais être à l'atelier quand même et je vais essayer de faire et je vois si aujourd'hui ça marche ou ça marche pas, ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai des bonnes idées ou pas, ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à oublier tout le reste pour que je sois dans un état où je suis libre de toute réflexion, pensée, conscience, pour être avoir des accidents, avoir des choses qui vont m'amener à pouvoir être dans quelque chose que je trouve, pas que j'invente, que je trouve. Et ça, c'est pas tous les jours. Mais par contre, heureusement que je peux être tous les jours à l'atelier pour que quand cet état se produit, je suis là pour l'attraper. Et voilà. Sinon, concernant le voyage ou juste le changement d'environnement, est-ce que ça peut amener une certaine créativité ? Merci Inès d'insister sur la question. Le voyage, c'est très bien pour le dessin. Comme ça, je vois de nouvelles choses et je peux aussi les enregistrer en dessin, en photo, etc. Pour pouvoir les amener à l'atelier. C'est comme si je vais chasser et avoir amené le proie. Martin Solveig, dans quelles conditions la créativité est-elle favorisée ? La neutralité ou l'extravagance, l'activité ou l'inactivité, être entouré de personnes créatives ou au contraire être seul, être dans le silence ou dans le bruit. Et est-ce que lorsque vous vous promenez dans la rue tous les jours, il y a des sons et des bruits qui vous inspirent ? Ok. Effectivement, je suis exactement aligné avec ce qui vient d'être dit sur le fait que les choses ne tombent pas du ciel, entre guillemets, et que c'est dans la pratique que et ça, ma démarche est la même. Je pense qu'elle est sûrement commune à beaucoup de gens qui ont une activité créative. C'est en faisant que effectivement l'accident intervient à un moment, et c'est souvent cet accident qui va faire que moi, la petite anecdote assez marrante qui sera peut-être inspirante parce que moi ça m'a accompagné un peu toute ma vie, c'est en général je passe beaucoup de temps en studio tous les jours et je fais en général des choses assez mauvaises, assez nulles en boucle pendant des heures, donc j'ai la tête, le cerveau complètement brûlé un peu, et c'est très souvent le moment où je quitte le studio et que je prends mon moyen de transport, en ce moment c'est le vélo, que là sur le vélo la mélodie ou le truc me vient, et il y a un certain nombre de titres que j'ai écrits comme Hello, comme Everybody, comme des choses comme ça, où vraiment en fait la mélodie vient d'un enregistrement soit
à l'époque de l'iPhone, ça existait pas, dans mon dictaphone, soit à l'époque d'Everybody, je me souviens très bien, il n'y avait pas encore, on n'avait pas d'iPhone, donc je me suis envoyé un message, c'est-à-dire que je me suis appelé moi-même, je suis tombé sur ma messagerie et j'ai chanté le titre dans ma boîte vocale pour la retrouver. Et le truc très marrant qui insiste le côté un peu acharné qu'on peut avoir, c'est que quand j'ai récupéré l'enregistrement, j'étais à la bonne tonalité, j'étais à la bonne vitesse, donc j'avais, d'une certaine manière, mon cerveau, il avait assimilé le truc sur lequel j'étais en train de travailler, mais effectivement, le geste de la mélodie n'était pas venu au moment du studio. Et c'est d'ailleurs, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à travailler en session. J'en ai fait énormément avec des auteurs, compositeurs ou des chanteuses, chanteurs extrêmement connus parfois. Et là, moi, ça m'angoisse grave parce que quand j'ai pas l'idée et que je suis avec Madonna et qu'il faut sortir l'idée, je suis embêté, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai collaboré avec Madonna sur un album. Et en fait, comme elle aime bien discuter, qu'elle est très francophile, on parlait beaucoup. On faisait pas trop de musique pendant la journée, et moi pendant la nuit je me nourrissais un peu de tout, et comme ça le lendemain matin quand elle venait au studio, j'avais quand même 4-5 trucs à lui faire écouter pour que ça n'ait pas été perdu. Donc voilà, mais ça c'est très personnel, j'avoue, et je pense que si on demande à chaque créatif sa recette, elle sera différente. Laurent Godet, par quoi votre créativité d'écrivain est-elle alimentée, et comment recréer ces conditions ? Surtout, est-ce que cela change quelque chose pour vous d'écrire à la main ou sur un ordinateur ? Oui, ça change beaucoup, mais ça c'est parce que je suis vieux et donc c'est mon outil, c'est comme ça, et maintenant c'est définitif, je pense. Alors je sais taper à l'ordinateur, hein, je vous rassure, je ne suis pas non plus, et je tape mes textes, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce rapport physique d'abord au stylo, j'ai besoin que ça soit musculaire, c'est-à-dire que la petite douleur qui part de là et qui monte dans l'épaule, je la connais bien maintenant, ça fait 30 ans que je la pratique, mais elle fait partie du travail, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire 6 heures d'affilée, c'est pas vrai. Au bout d'une heure et demie, j'ai mal au bras. Voilà. Donc il y a une espèce de limite physique aussi, le corps fait partie de l'écriture, et moi j'ai besoin de ça, et c'est vrai que j'arrive pas à retrouver cette chose-là avec le clavier, même si, comme je disais, je tape ensuite. Et juste, je suis... tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Nathanaël et Martin sur les conditions de... J'ai l'impression que vous me parlez de ma vie, quoi, aussi. Je pense qu'on a ça en commun. C'est-à-dire, en fait, les idées, elles passent, hein, malheureusement. Ça serait trop beau de se dire j'ai une super idée, donc je vais la retrouver. Et c'est vrai que créer les conditions dans sa vie pour essayer d'en attraper le plus possible, je pense que c'est un petit peu notre enjeu à tous. Donc, ouais, essayer de... En fait, il y a une autre chose, je me digresse un peu, mais sur ce que disait Nathanaël tout à l'heure sur le peintre du dimanche, et je pense que dans sa bouche et dans la mienne non plus, il n'y a aucun mépris de ça, mais juste pour continuer à définir. En fait, la différence, c'est aussi dans quelle mesure on accepte de mettre de la pression sur son propre geste, sur son propre désir. C'est-à-dire que écrire, par exemple, c'est très bien, il y a des tas de gens qui le font, et je ne suis pas du tout élitiste vis-à-vis de ça, je pense que la créativité est très répandue. Il y a des tas de gens qui veulent écrire des nouvelles, qui vont écrire des poèmes le soir pour eux, qui vont peut-être les montrer. Il y a quand même une étape autre, et qui n'est pas ni meilleure ni pire, mais qui est autre, de dire je vais en faire mon activité, et donc je mets sur ce geste de la pression, c'est-à-dire comme ce que tu disais, si j'arrive pas à écrire, j'ai un problème. J'ai un problème financier, j'ai un problème vis-à-vis des interlocuteurs qui m'ont demandé quelque chose, j'ai un problème vis-à-vis de moi-même aussi, de ma propre vision de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire. Et je crois que là, il y a une distinction assez importante, c'est à un moment donné, décider que ça va être le cœur de sa vie, en fait. On ne parle même plus de métier, moi c'est ma vie, écrire, c'est pas mon métier, c'est ma vie. C'est aussi accepter de mettre beaucoup de pression sur cette activité-là. Et c'est pour ça que je disais au tout début que peut-être ça n'est pas non plus la chose la plus répandue du monde, c'est parce qu'il y a des gens que ça ferait totalement flipper de vivre cette pression-là, de ne pas savoir... je veux dire, moi, il n'y a personne mais je pense qu'on est tous pareils, il n'y a personne qui nous dit ce matin, à 8h tu y vas, à 20h c'est la fin de ta journée. Non, on invente les journées. Ça paraît merveilleux comme ça, et je sais que ça fait rêver beaucoup de gens. On a beaucoup de chance de faire des métiers qui font rêver, mais il y a aussi le côté, si j'y vais pas moi... ça s'arrête. Enfin, donc c'est une autodiscipline, c'est aussi
Et puis aussi, oui, il y a une pression qu'il faut... J'en parle parce qu'on en parle souvent moins. On parle souvent de l'aspect un peu merveilleux de tous ces métiers. Mais c'est aussi accepter de prendre... C'est-à-dire, ça fait totalement partie du geste, en fait. Et la dernière petite chose sur les conditions, c'est que qui n'est pas sans lien. Moi, j'ai remarqué que c'est quelque chose peut-être que Grégoire pourrait expliquer. J'ai remarqué que la fatigue fait totalement partie des conditions favorables. J'en suis navré parce que j'aimerais bien que ce soit le contraire, mais je sais que me mettre dans un état de fatigue, c'est-à-dire que concrètement, quand je sais qu'il y a un texte qui commence à arriver, quand je vais bientôt me lancer dans le premier jet, tous les jours et les semaines peut-être même qui précèdent, je commence à me coucher de plus en plus tard, je suis de plus en plus fatigué, et arriver à un point effectivement où peut-être il y a des choses qui passent plus, peut-être qu'il y a quelque chose qui lâche. Il y a un rapport à la fatigue qui, dans mon cas, est très important. Mais peut-être justement, Grégoire, vous pourriez répondre à cette question et qui rejoint aussi ce que je voulais vous demander sur la question, vous l'avez effleurée, de savoir comment la créativité se mesure dans un laboratoire. Alors, on ne mesure pas tous de la même façon la créativité. Souvent, on va utiliser plusieurs types d'outils. Un des outils qui est très couramment utilisé, c'est des outils en fait, qui nécessitent de déconstruire des associations qui sont très fortement associées entre elles, ou des concepts qui sont très fortement associés entre eux. C'est souvent ce qu'on appelle la pensée divergente. Globalement, je vous donne un objet et vous avez évidemment des utilisations associées à cet objet, par exemple une brique, un parapluie, et je vous demande d'imaginer des utilisations alternatives de cet objet. Et en fait, quand on regarde, c'est effectivement assez fortement lié à votre capacité. Par ailleurs, si on prend des artistes et des non-artistes, des gens qui font preuve de créativité dans la vie réelle quand cette créativité ou la création qu'ils produisent est évaluée par d'autres sur justement une échelle de créativité, on voit qu'il y a des associations entre les deux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ça qui est au cœur de la créativité, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ça renvoie... donc, il y a plein de... Ça peut être effectivement l'utilisation alternative d'objets, ça peut être des résolutions de problèmes dans lesquelles il faut faire preuve de créativité, une des tâches qu'on utilise beaucoup au laboratoire. Alors, c'est plutôt dans le domaine de l'innovation, mais ça rejoint la question qui est la nôtre. On vous dit, imaginez que vous êtes dans la situation suivante, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez un œuf et vous devez faire tout ce qui est possible pour, si vous lâchez cet œuf de 10 mètres, trouver une solution pour qu'il ne se casse pas. Si je vous dis ça, là, déjà, vous avez pensé à des catégories de solutions, et en fait, vous avez toutes et tous pensé aux mêmes catégories de solutions. Vous avez pensé en gros à ralentir l'œuf, vous avez dit, je vais lui mettre un parachute, a priori, ça va marcher. Vous avez dit, bon, je vais mettre un matelas, ça aurait marché aussi. Et puis, vous avez peut-être dit, bon, on va essayer de protéger l'œuf, donc je vais peut-être lui mettre du polystyrène autour, ça devrait marcher. Mais en fait, ça, c'est la question, vos réponses que vous avez tous données. Donc, je vais te dire, c'est pas très créatif, en fait. Donc, la question, c'est d'aller explorer autre chose. Et en fait, il y a une véritable exploration. Et on peut aussi aller regarder, effectivement, comment les gens explorent d'autres types de réponses possibles. Alors, je vous donne celle de Cédric Villani, puisqu'elle m'avait fait rire. Il dit, on prend la poule, on la jette de 10 mètres, puis après on attend que l'œuf sorte. Je trouve ça super bien. Il y a un risque associé pour la poule, hein, quand même. Et en fait, quand on interroge les gens, après, quand on leur laisse suffisamment de temps, en fait, ils explorent des situations de plus en plus distantes. Et ils commencent, et là il y a quelque chose effectivement, peut-être de la fatigue, de se laisser le droit d'aller explorer finalement autre chose. Il y avait des enfants qui nous avaient proposé, parce que les enfants peuvent effectivement aller explorer ils sont moins fixés en fait sur un certain nombre de solutions évidentes. Par exemple, les enfants très jeunes, ils ne pensent pas au parachute. Alors, ils connaissent pourtant le parachute, mais ils n'y pensent pas. Et donc, ce n'est pas une fixation pour eux. Il faut qu'ils aillent explorer des champs des possibles pour aller produire cette solution-là. Et il y en avait un qui nous avait donné comme solution d'entraîner un aigle. Et donc on jette l'œuf et l'aigle attrape au vol l'œuf. Mais c'était pas bête, hein, c'est plutôt une super... bon, c'est pas très simple à mettre en œuvre, mais c'est pas grave. Enfin, c'est aussi ça la créativité. C'est parce que, ok, on n'y arrivera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être que d'ici 10 ans, j'arriverai à entraîner mon aigle pour qu'il le fasse embroyer l'œuf. Pas mal de contraintes en fait.
Mais donc, c'est comme ça que nous, on essaie de l'aborder. Et on voit bien que c'est hyper limitatif par rapport à toute la puissance de la création, par exemple, artistique. Et puis, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est on demande finalement à des experts dans un domaine donné, par exemple en littérature, de juger la créativité d'un texte. C'est une autre façon de pouvoir effectivement essayer d'évaluer la créativité. Et globalement, alors c'est très restrictif en même temps, mais bon, c'est la limite de nos approches. Et en même temps, c'est une façon d'essayer d'objectiver les mécanismes, ou en tout cas d'aller étudier les mécanismes sous-jacents à ces réponses qui sont plus ou moins créatives. Parce qu'en fait, à la rigueur, la réponse en tant que telle nous intéresse peu. Et c'est toujours ça la difficulté en psychologie, c'est on prend une donnée objective et on essaye de comprendre finalement un phénomène très subjectif qui est le mécanisme psychologique qui amène à cette réponse. J'avais aussi une question. Grégoire Borst, quelle différence faites-vous entre imagination et créativité ? C'était la question, le début de la conversation avec Laurent. Je pense que dans toute réponse ou toute solution créative n'est pas forcément reliée à l'imagination. C'est-à-dire que l'imagination, c'est un processus qui nous permet finalement de concevoir des possibles, mais aussi pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut être finalement très, pour reprendre les termes de Nathanaël, très académique dans son imagination. Juste imaginer le réel. Quand j'ai les yeux fermés, je peux visualiser finalement une scène que j'ai déjà vécue. Ça fait partie de l'imagination, mais c'est pas nécessairement dans une démarche particulièrement créative. Et donc, il y a des liens entre les deux, mais c'est pas exactement la même chose. On peut faire appel à l'imaginaire pour être créatif, mais encore une fois, si l'imagination était la quintessence même de la créativité, alors les enfants qui font preuve de beaucoup d'imagination seraient hyper créatifs. Je suis désolé, encore une fois, j'aime pas taper sur les enfants, pas du tout. Je pense qu'ils sont formidables. Ils sont capables de plein de choses, mais ils sont pas toujours créatifs, quoi. Ils sont pas, en tout cas, beaucoup plus créatifs que les adultes parce qu'ils auraient moins de connaissances, moins de fixation, donc ça serait très simple pour eux de créer. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Par contre, ils ont une imagination effectivement débordante. Donc il y a des liens, mais c'est pas exactement la même chose. J'ai peut-être un élément de réflexion que je soumets. Voilà. L'imagination, il y a un côté complètement libre. Et la créativité devient, à mon sens, super intéressante quand elle opère dans un cadre. Et quand justement, en fait, elle sert à, dans certains cas, justement, casser certains cadres ou certains codes, etc. Mais en fait, c'est presque un outil, la créativité. Alors que l'imagination, par définition, c'est la liberté et c'est l'envol. Et ce qui rejoint la question des contraintes et de la connaissance, et du rapport à la connaissance. Mais juste, pardon, mais je pense que si on parle de liberté et des enfants ou de cadre, justement, je pense qu'il y a un truc aussi très créatif qu'un enfant peut faire et un adulte ne va pas faire. C'est un exemple en parlant aujourd'hui avec mon père, et il m'a dit, je fais une sculpture de pied et finalement ça ressemble à une chaise longue. Et c'est quoi chaise longue? C'est génial, je vais y aller avec chaise longue. Et en fait, c'est surtout les enfants qui font ça. C'est surtout les enfants. Moi, je suis allée une fois avec des mamies à un cours de sculpture et avec des enfants. Et c'était beaucoup plus intéressant avec les enfants parce qu'à chaque fois, ils essaient de faire quelque chose et finalement, c'est d'autres choses. Bah, c'est très bien. Et ça, c'est au-delà de l'imagination, justement. Nathanaël Herbelin, pensez-vous que la créativité peut s'apprendre et quelle peut être la place de la créativité dans l'enseignement ? C'est moi qu'on me demande ça. Oui, c'est toi. C'est toi parce que tu as quand même beaucoup travaillé aussi avec des enfants. C'est vrai. Avant d'expérimenter toi-même. C'est vrai, j'adore travailler avec les enfants. Ok. Non, je pense que ça peut absolument s'apprendre. Et surtout, moi, peut-être je me trompe, hein, tu vas peut-être me dire, mais je pense qu'on est né potentiellement créative et ensuite, soit on nous laisse jouer comme ça, être libre et explorer, soit on nous contraint et on tue petit à petit la créativité en nous. Mais peut-être je me trompe. Et dans l'école, ça dépend de quelle culture. Ça dépend de ça dépend de beaucoup de choses comme ça sociales, mais aussi des parents, je pense beaucoup.
et de plein de petites circonstances. Mais c'est vrai que je vois beaucoup quand on enseigne à l'école de faire comme Matisse, bah, les profs sont très contents parce que ça ressemble à Matisse à la fin. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est trop facile. Parce que c'est facile de faire du Matisse. C'était difficile d'inventer Matisse lui-même ses œuvres, mais c'est facile d'en faire. Donc, je pense que ça ne sert à rien. Si il y a des profs dans la salle, juste arrêtez ce truc de faire de l'art moderne. Et juste demander aux enfants de faire bien plus. Et ça va ressembler à rien, mais au moins, on va avancer envers des chefs-d'œuvre inconnus. Laurent Godet, quel lien faites-vous entre la créativité et la connaissance, et la spontanéité est-elle nécessaire à la créativité? Oh là, c'est un sujet du bac à chaque fois. Quel lien je fais entre la créativité et la connaissance? Peut-être ça va me permettre de parler un peu de l'école aussi. On y arrive ou On y arrive tout à fait. On y arrive tout. Alors, parce que c'est un beau sujet. On a parlé de la créativité, on essaie de la définir, mais qu'est-ce que l'école fait de ça? Et je dis l'école en général. J'imagine que c'est aussi l'intérêt, en tout cas pour l'Alsacienne qui nous accueille. En fait, moi, j'ai essayé d'un peu de penser à tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai pas de réponse. Je vais partager avec vous quelques éléments si vous voulez bien. Je pense que à la fois, il y a d'abord l'école en général doit offrir, on va dire, le socle de connaissances contre lequel peut-être il y aura rupture. Mais c'est déjà un très beau cadeau de l'offrir. C'est-à-dire que, alors appelons ça l'histoire de l'art, appelons ça l'académisme, appelons ça comme on veut, mais d'une certaine manière, avoir déjà ingéré ça n'est pas rien, et ça nourrit le geste à venir. Donc je ne suis pas du tout pour opposer ces deux choses-là. Je pense que ça fait partie de la mission de l'école de transmettre cette vaste connaissance de ce qui nous précède, de ce qui a été fait, et que rien que ça, c'est déjà un cadeau donné à ceux ou celles qui peut-être feront rupture par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on le sent bien, on a envie que l'école, et c'est pas un hasard si on est dans cette école-là, parce que c'est une école qui fait de la place aussi à autre chose, pas simplement... c'est le petit quart d'heure école alsacienne, je le dis avec beaucoup de sincérité. Je pense qu'ici, plus qu'ailleurs, justement, c'est pris en charge, c'est réfléchi, c'est interrogé en permanence. Je pense que la place qu'a le théâtre à l'école alsacienne est absolument fabuleuse et tape exactement à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est un endroit à la fois de connaissance, parce qu'on apprend des textes, on apprend le répertoire, mais c'est un endroit où les élèves tout d'un coup sont jugés sur autre chose, sont invités à proposer autre chose, qui est très précieux. Il y a sûrement, je parle du théâtre là parce que moi ça m'intéresse particulièrement, après je ne sais pas si c'est là où j'ai une interrogation. Je ne sais pas si toute école, même une école parfaite, pourrait à la fois s'occuper de ce que j'appelle le socle de connaissances et créer des espaces de rupture. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est souhaitable. Peut-être que c'est aussi contre l'école qu'on doit à un moment donné faire ce geste de rupture. Pour moi, c'est ce que j'appelle J'ai encore 5 minutes. C'est mon petit paradoxe Rimbaud dont je parle, parce que je sais qu'il y a des élèves, et d'ailleurs sûrement Inès aussi. Je ne sais pas si vous avez les cahiers de Douai. Oui. Ouais. Alors voilà, je fais mon petit laïus sur Rimbaud. Non, mais ça me fascine de voir qu'il y a un truc avec Rimbaud qui est très étrange, c'est qu'il est au panthéon de nos grands auteurs. C'est très bien comme ça. Donc il est étudié dans toutes les écoles de France, et heureusement, et c'est merveilleux. En même temps, il y a quand même un drôle de paradoxe, parce que quand on lit Rimbaud, il nous dit un peu tout le contraire. Il nous dit, mais sortez de vos salles de classe et allez regarder les nuages. Il nous dit, prenez le premier train et allez à Marseille. Donc comment est-ce que l'école, comment est-ce que toute école en fait avec Rimbaud, je ne sais pas, qu'est-ce que Rimbaud dit à nos écoles en fait. Il y a une sorte de drôle de pirouette qui m'interroge et qui n'est pas sans lien. C'est-à-dire que Rimbaud est un jeune homme de rupture dès le début, par ses fugues, par son écriture bien sûr, par la vie qu'il a menée, par aussi finalement le geste de décider de ne plus écrire.
ça se marie très mal avec les outils analytiques avec lesquels on étudie ces textes. Et je dis ça, c'est pas du tout pour dire qu'il faut laisser tomber l'analyse des textes. L'analyse des textes, elle est fondamentale, elle fait partie de la formation des jeunes gens que vous êtes. Mais il y a quelque chose de l'esprit de Rimbaud qui se perd là-dedans. Et pour répondre à la question sur comment est-ce que l'école, peut-être qu'il y a à inventer des moments différents dans une heure de cours où on dit très clairement aux élèves, voilà, on a passé 45 minutes à étudier avec les outils qu'on va exiger de vous dans vos études, c'est-à-dire d'analyse littéraire, et moi j'en ai fait, je sais ce que c'est, je trouve ça très bien, c'est intelligent, c'est pertinent. Mais maintenant, pendant le dernier quart d'heure, on va approcher Rimbaud autrement, par exemple. Parce que le but du jeu, c'est aussi de le ressentir, en fait. Donc, comment est-ce qu'on fait pour saisir la pulsation qu'il y a dans la phrase de Rimbaud? Comment est-ce qu'on fait pour prendre aussi le message? C'est un message, c'est un très vilain mot, mais l'esprit qu'il y a dans son... parce que sinon, si on ne le fait pas ce dernier quart d'heure, ou voire on pourrait même couper en deux, ça serait très bien, et pas faire juste un quart d'heure, on va finir par uniquement corseter Rimbaud dans un regard qui probablement était celui contre lequel il a fait sa première fugue, même si il a aussi beaucoup aimé l'école, il a aussi beaucoup aimé au moins un grand professeur avec qui il s'est entretenu. Donc, mais ça résume bien pour moi la grande difficulté qu'il y a à une structure scolaire à faire place, à en fait, je finis avec ça promis, à faire place à justement autre chose que l'intelligence analytique, qui est quand même la manière dont on juge les élèves. C'est-à-dire, et ça va souvent de pair avec la vitesse. C'est-à-dire que rien que le fait de dire vous avez 2 heures pour faire une dissertation, c'est d'emblée mettre une délimitation de vitesse et donc de performance vis-à-vis de la vitesse. La lenteur, qu'est-ce que l'école peut faire avec la lenteur? Même si elle trouve que c'est très bien, c'est compliqué à gérer pour une école, la lenteur. Le détour, c'est compliqué aussi. Et pourtant, inviter ou ne serait-ce que dire parfois aux élèves que oui, il y a la vitesse, la performance, l'académisme, les outils d'analyse, et on ne peut pas faire sans, et il faut les apprendre. Mais à un moment donné, il y a aussi l'intelligence de l'émotion, ou l'intelligence... oui, je pense que l'intelligence émotionnelle, elle existe, ou de la sensibilité, elle existe, et c'est là où les pratiques artistiques invitent à ça, probablement. Et ça conduit peut-être, Martin, à ce qu'on avait évoqué fugitivement, qui est de s'interroger sur le fait de savoir ce que l'exposition, ce que le frottement au texte, ce que l'exposition à une œuvre produit, ce que la fréquentation de l'art peut produire sur les apprentissages. C'est une question. Qu'est-ce que ça fait? On évoquait le fait qu'au fond, le fait de se frotter à l'art, on dit souvent il faut s'intéresser à l'art parce que ça produit je sais pas, la musique. C'est bien de faire de la musique parce que ça rend bon en maths. Ce que vient de dire Laurent, ça fait penser l'inverse. Peut-être que aussi ici, on croit que le frottement aux arts produit autre chose sur les apprentissages. Non, je crois qu'on a dit un truc tous, sur lequel on est assez d'accord, c'est que la créativité a besoin d'être nourrie, effectivement, et donc la curiosité est un mot, à mon avis, très important. Et c'est vrai que plus nos enfants et plus même nous, en tant qu'adultes, on va être confrontés à plein de choses, artistiques ou même autres, voyage, pour faire écho. Je pense que bien sûr tout ça nourrit oui, la créativité. En revanche, je ne suis pas sûr que le fait d'écouter de la musique rende bon en maths. Voilà, peut-être pour certaines personnes. Grégoire Borst, pour revenir un peu plus tôt, ce que vous disiez concernant la créativité chez les enfants qui n'était pas nettement supérieure à celle des adultes, comment est-ce que vous pourriez comparer cette créativité en fonction de l'âge? Alors, quand on regarde la question de la créativité toujours sur les tâches là, qui sont un peu quand même une opérationnalisation qui peut être discutable de la créativité, en gros on observe 2 choses. La première chose, c'est quand même à mesure que les gens développent des systèmes de connaissances, et c'est bien ce qu'on dit tous, c'est-à-dire qu'il faut quand même des connaissances pour pouvoir effectivement exprimer de la créativité, parce qu'on est obligé d'aller
finalement explorer des champs de possibles que si on les connaît pas, finalement, c'est assez difficile d'aller les explorer. Donc, on a besoin d'avoir un ensemble de connaissances. Des connaissances qui sont effectivement associées les unes aux autres, de faire des associations, des analogies profondes, c'est-à-dire d'aller chercher finalement des associations entre des concepts qui paraissent en surface peu liés, mais qui en fait peuvent être très liés les uns aux autres. Et ça, on voit quand même que ça se développe avec l'âge, mais en fait pas avec l'âge, avec l'acquisition de connaissances associées à différents domaines. Parce qu'on dit l'âge, mais en fait c'est juste parce que dans nos sociétés en tout cas, avec l'âge, on a plus de connaissances, et à mesure qu'on a plus de connaissances, ça nous permet de sortir d'une certaine manière d'un certain nombre de cadres. Mais c'est toujours un peu le paradoxe, en même temps ça nous contraint d'avoir plus de connaissances, et en même temps c'est aussi ce qui nous permet, une fois qu'on a réussi justement à se rendre compte que ce qu'on vient de produire, que ce soit un texte, que ce soit un geste, que ce soit une mélodie, en fait, elle a déjà existé. Donc, je ne suis pas créatif, mais je ne peux pas savoir que je ne suis pas créatif si je ne sais pas qu'elle a déjà existé d'une certaine manière, ou que c'est toujours la même façon de peindre comme on a déjà peint il y a 3 siècles. Mais si je n'ai pas ces connaissances-là, finalement, je vais reproduire des choses qui ont déjà été produites. Donc, on a bien effectivement un développement progressif de ces capacités créatives, et en même temps, on a effectivement chez les enfants des effets de fixation qui n'existent pas chez les adultes. Et c'est vrai sur plein de domaines, pas que sur la créativité. Si vous faites raisonner des adultes dans des situations pièges dans lesquelles je vais vous piéger parce que je vais vous faire raisonner sur des conclusions qui vont être en contradiction avec vos croyances, comme vous êtes adulte, vous avez développé des systèmes de croyances et de connaissances, et le fait que je vous fasse raisonner de façon contrefactuelle, ça vous posait plein de problèmes. Mais en fait, si je suis un enfant et que j'ai aucune connaissance associée, ça me pose aucun problème. Je peux être très, très logique dans cette situation-là. C'est exactement la même chose dans le domaine de la créativité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous leur demandez de faire la tâche de l'œuf, ils ne pensent pas à la catégorie des parachutes, par exemple. Et donc, si vous dites à un enfant, tiens, tu sais que tu aurais pu penser à un parachute, à ce moment-là, ça lui fait venir plein d'idées hyper créatives. Il commence à vous dire, tiens, je pourrais prendre un aigle, je pourrais transformer les propriétés de l'œuf, je pourrais faire plein de trucs, quoi. Je suis pas très bon dans cette tâche-là. Et alors que si vous dites à un adulte, tiens, mais vous pourriez penser à un parachute, à ce moment-là, il vous donne que des catégories de réponses qui sont les mêmes que tout le monde. Parce qu'en fait, vous avez contraint leur créativité d'une certaine manière en allant chercher, en leur donnant un exemple qui est un exemple qui fixe. C'est exactement ce que Nathanaël disait sur Matisse. Faites du Matisse. On n'est pas créatif si je fais comme Matisse. Donc il faut faire, là, si on parle aux enseignants et aux adultes aussi, faites extrêmement attention à l'exemple que vous donnez. Parce que si l'exemple, c'est une catégorie qui est d'une certaine manière une catégorie partagée par tout le monde, vous allez contraindre la créativité par définition. Et donc, il y a un véritable enjeu. Je pense que l'exemple est un très bon moteur, justement, d'aller susciter de la curiosité, d'aller permettre de produire des réponses quand un enfant peut être bloqué sur et qu'il a du mal à exprimer finalement et à aller explorer des champs de réponses différents. Sauf qu'il faut bien choisir l'exemple. Typiquement, je peux vous donner un exemple qu'on a essayé. Ça, on essayait de le faire générer des contes modernes aux enfants. C'était une demande d'une équipe pédagogique. On n'était pas forcément parti pour faire ça. Et donc, on a dit, OK, très bien, on va travailler avec vous. Et une des choses qui était testée, c'était de dire, par exemple, on peut imaginer le petit chaperon rouge en changeant la couleur de sa cape. On a eu toutes les catégories de couleurs possibles et imaginables. Ça. Tous les enfants nous disaient, il y a le petit chaperon bleu, il y a le petit chaperon rouge, le vert, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils étaient complètement fixés. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on produit dans ces cas-là. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement, et là, je rejoins un peu ce qu'on a dit, c'est, oui, certes, je pense qu'on a tous un capital de créativité et qu'en fonction de l'environnement, on peut l'exprimer ou non. Mais par contre, je reste persuadé, comme toute autre chose, qu'il faut faire confiance au principe d'éducabilité. On peut tous progresser, indépendamment de là où on part. Si vraiment on décide qu'effectivement il faut enseigner la créativité, et l'enseigner en tant que tel, par la création artistique ou par d'autres types d'approches, je pense qu'on peut le faire en littérature, on peut le faire en mathématiques, on peut le faire en chimie, on peut le faire en physique, on peut, dans toutes les disciplines, finalement promouvoir la créativité, c'est enseignable. Et donc, on peut développer ces compétences créatives. Vas-y. On pourrait aussi juste utiliser plus la question « et si ?» Et si on inversait le... Oui. Et si on ajoutait... Ouais. Voilà.
Oui, Et si on réfléchissait à une autre histoire pour le petit chaperon, voilà. Bon, on peut effectivement l'idée de les faire raisonner. En fait, à partir du moment où on les fait raisonner de façon contrefactuelle, effectivement, on arrive à générer des réponses plus créatives. Alors on arrive au deuxième temps de notre discussion, qui est de savoir pourquoi développer la créativité d'un enfant, pourquoi développer notre créativité. Et dans nos discussions préparatoires, la question du plaisir est très vite apparue. Est-ce que vous pensez, Grégoire, que la présence de la créativité peut influer sur le bien-être d'un enfant ? Je pense que si je parle du cadre scolaire, notre cadre scolaire, il se caractérise pas fondamentalement par la prise en compte du bien-être des élèves. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que c'est pourtant un paradoxe, parce que quand on regarde dans un certain nombre d'études qu'on peut faire, nous on est très intéressés par les inégalités éducatives, et c'est quoi les facteurs qui permettent finalement à des enfants qui viennent de milieux sociaux moins favorisés de réussir dans notre école, dans la façon dont vous avez construite aujourd'hui. Quand vous regardez en troisième, au brevet, ce qui est un des facteurs qui prédit le fait que vous ne soyez pas finalement dans une certaine forme de reproduction sociale et que vous êtes plus conforme d'une certaine manière à votre classe sociale d'appartenance, c'est votre bien-être scolaire. Le fait que vous vous sentez bien à l'école. Alors, ça paraît presque la palissade, mais c'est extrêmement important. Ça montre qu'effectivement la dimension du plaisir est extrêmement importante. La dimension du bien-être et du plaisir est une condition même à vouloir s'engager dans les apprentissages. Très honnêtement, si les enfants s'engagent aussi fortement dans les apprentissages dans les premières années de la vie, ils apprennent de façon absolument formidable énormément de choses sur un temps extrêmement limité. La marche, la communication verbale, les interactions sociales, ils vont le développer sur des temps extrêmement courts. Et il y a un vrai plaisir de l'apprentissage chez l'enfant. Ça se voit, même chez des bébés très jeunes, on voit quel plaisir quand ils développent. C'est un peu moins le cas quand même à l'école. C'est un tout petit peu moins vrai, quoi. On n'a pas l'impression d'un plaisir absolu. Et je pense que la créativité, elle permet ça. Elle permet de sortir, finalement, et c'est ce que disait Laurent, elle permet de sortir du caractère normatif, finalement, de l'apprentissage scolaire. Il est très normatif, l'apprentissage scolaire, parce qu'on utilise de l'évaluation sommative, on évalue des compétences dans le temps, dans un temps donné, avec des contraintes extrêmement fortes. Et en fait, la créativité, elle permet justement ça. Elle permet tout d'un coup de casser un certain nombre de contraintes associées. Et donc, elle peut réintroduire du plaisir dans les apprentissages. Et quand même, c'est quand même assez frappant, et Nathalie le disait, on a l'impression que l'école, elle tue la créativité. Alors, il y a tout un concept autour de l'école qui tue la créativité, mais je pense qu'elle tue aussi le plaisir. Et donc, peut-être de réintroduire la créativité, c'est aussi une façon de réintroduire du plaisir dans les apprentissages, même dans les apprentissages scolaires. Nathanaël Herbelin, est-ce que la créativité procure toujours du plaisir ? Oui. Non, c'est une excellente question. Je fais beaucoup d'efforts pour que ça continue à être du plaisir. Et j'imagine... Non, mais il y a plein de trucs à mettre en place. Et j'imagine que c'est une relation comme amoureuse avec la peinture entre moi et elle, comme un mariage, qu'il faut que je nourris pour qu'il marche et pour qu'il tienne. Donc, je fais tout ce que je peux pour que ça continue à être du plaisir. Par exemple, pour s'amuser et pour que je m'ennuie pas. Parce que quand je m'ennuie, ça se voit tout de suite en peinture. C'est atroce. Donc, il faut que je m'ennuie pas. Et donc, il faut que tout le temps, je sois dans chercher comment est-ce que je peux faire nouveau. Alors que j'en ai fait déjà 200 tableaux, peut-être 400, je sais pas. Qu'est-ce que je peux inventer encore ? Et en fait, toujours chercher à comment inventer. Et comme ça, je m'éclate. Et pas toujours. Quand je dis je m'éclate, c'est des restes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où je me dis, putain, mais ça, j'ai déjà fait. Et là, je vois que je me répète. Et là, je vois que... oh non, je finis le tableau, en fait, je me dis, mais ça ressemble à un truc que j'ai... Et là, donc, par exemple, faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, comme la matière, changer la support sur laquelle je peins, c'est quelque chose qui va faire que je fasse un effort énorme pour m'en sortir. Par exemple, dernièrement, j'ai essayé de peindre sur la colle à bois.
pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça glisse beaucoup, beaucoup. Donc, il faudrait que je m'en sors et que j'arrive à faire en sorte que quelque chose ressemble à quelque chose quand même, malgré que c'est très dur. Et en fait, ça change tout, parce que ça veut dire que je vais faire un effort, ça va être un challenge comme ça, et là, je vais m'amuser. Martin Solveig, vous avez évoqué le fait que tout ce qui a créé de la valeur dans votre vie est parti d'une activité créative. Est-ce que vous pouvez préciser ? Bien sûr. En fait, moi, j'ai essentiellement fait de la musique, et c'est la musique que j'ai créée qui m'a permis ensuite de faire des concerts, etc. Et donc de réussir une vie d'artiste-interprète de musique. Et comme en écho à ce que je disais au départ, comme je ne suis pas ni un grand musicien, ni un grand chanteur, mais je connais un peu tout ça, j'ai trouvé ma place, j'ai su trouver mon cadre et trouver justement une zone qui n'avait pas été adressée dans la musique. Pour répondre à ce que disait Grégoire, effectivement, si on connaît parfaitement la musique, on sait que toutes les mélodies ont déjà existé, mais en fait, on apprend très vite que c'est quasiment comme l'ADN, la musique, une petite virgule, une petite intention différente, un truc, ça peut changer radicalement la perception et donc devenir une nouvelle œuvre. Et donc, moi, effectivement, tout s'est fait autour de ces gestes qui sont des gestes créatifs, qui ne sont pas forcément des super créations dans certains, parfois les gens disent que je suis un artiste, parfois les gens disent non, mais en tout cas, moi je crois que c'est ça mon truc, c'est justement d'avoir le petit moment créatif où je sais que si je fais tel genre de rythmique mélangé avec tel genre de voix, mélangé avec tel genre de truc, on a un espèce de cocktail un peu intéressant et dans lequel on va pouvoir trouver de l'émotion, du plaisir, toucher le public. Et effectivement, oui, je crois que tout ce qui a créé de la valeur dans ma vie, c'est effectivement des idées un peu créatives, comme l'idée de mon appli aussi pour les enfants, qui est pareil, partie d'une idée un peu, comme disent les Américains, j'ai envie de dire ce mot parce qu'en fait, out of the box, c'est-à-dire que c'était pas forcément écrit que je devais faire ça, mais ça m'a semblé pertinent. Je veux juste ajouter un truc par rapport à out of the box. Je pense que je savais qu'out of the box allait te plaire. Non, c'est juste que... Non, mais c'est important. Après, j'ai d'autres trucs à dire sur les enfants et la créativité. Je ne sais pas si j'ai le temps. C'est complètement le temps. C'est ma dernière, parce que j'ai des choses à dire. Le temps. Mais vas-y. Non, mais vas-y maintenant. C'est juste que par rapport au plaisir aussi à Out of the Box, c'est aussi très important, comme tu as dit, là, de faire plaisir aussi aux autres. Et ça procure du plaisir aussi. Par exemple, j'ai l'impression que je peins beaucoup ce que j'ai envie de voir moi en peinture. Et énormément aussi parce que je me rappelle d'un moment très fort quand j'étais enfant, il fallait faire une danse malheureusement à l'école et performer cette danse avec des copines et il fallait donc choisir une chanson et toutes mes copines avec qui j'ai fait, ils ont voulu choisir I'm a Barbie Girl et ma mère nous a dit mais choisissez une autre chanson. Choisissez une chanson. Et nous a montré une chanson africaine, comme ça, avec beaucoup de rythme, etc. On l'a regardé comme ça. Mais on l'a pris quand même. On l'a pris quand même où on avait très peur de performer avec cette chanson. Mais en fait, il y avait I'm a Barbie Girl 7 fois à la filée. Et on est venu que nous avec cette chanson africaine. Et ça a fait tellement de plaisir. En fait, du coup, voilà. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que je pense que cette question qui a été posée, je remercie Gauthier et tous les gens de l'école de m'avoir invité à participer à cette table ronde, parce que c'est très inspirant. J'ai entendu des idées qui m'inspirent. Mais je pense qu'il faut adresser cette question, absolument. Je pense que c'est très très important, parce que je pense que la créativité pour les enfants d'aujourd'hui et donc les adultes de demain,
c'est très important. Je suis sûr, je vais mettre les pieds dans le plat direct, comme ça on y va. Je suis sûr que certains d'entre vous utilisent l'intelligence artificielle, soit pour répondre à des mails rébarbatifs, soit pour des choses plus avancées. Et il est évident qu'avec le développement des intelligences artificielles, on voit arriver une sorte de superpuissance, une sorte de super cerveau, comme une calculette, mais qui ne fait pas que des calculs, qui fait des calculs plus compliqués et qui arrive à répondre à nos questions, etc. Et je pense que on peut le voir évidemment comme une menace pour un certain nombre de jobs, et c'est le cas. Mais je suis à peu près certain que la dimension créative sera la chose la plus difficile à trouver chez l'IA. Ils y arriveront peut-être qu'on arrivera... Pourquoi ? Exactement pour ce que tu viens de dire, Nathanaël, parce qu'en fait, la créativité, c'est connecté à l'intelligence émotionnelle. Et c'est en fait connecté avec cette notion de dialogue. Et effectivement, quand tu peins ce que tu as envie de voir. Moi, quand je fais de la musique, je joue la musique que j'ai envie d'entendre ou que j'ai envie de jouer dans mes concerts. Et effectivement, le fait d'être ensemble, le fait d'être entre êtres humains, on se comprend et on arrive même parfois à comprendre qu'un message ou qu'un truc qu'on va trouver est susceptible de générer une réaction intéressante, positive, j'espère, la plupart du temps. Chose que l'intelligence artificielle, qui par définition n'est qu'une suite de bits, évidemment, lui ne va pas être capable de ça. Et donc, je pense qu'il faut adresser la question de la créativité à l'école. Je pense que la créativité, ça peut se travailler. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi dire, et ça c'est très important, il faut aussi dire aux enfants quand ils peuvent être créatifs et quand il faut pas trop l'être. Mais ce serait bien qu'il y ait certaines matières ou certains espaces dans une matière, exactement comme tu l'évoquais à propos de Baudelaire, que à la fois on apprend Rimbaud, pardon. Pardon. Qu'à la fois on apprend l'académie, on apprend les bases, on apprend les grands auteurs, on apprend les grands musiciens, etc. Et que de temps en temps, on offre la possibilité aux élèves d'être créatifs et de se laisser un peu plus aller. Et voilà. Mais donc, c'est à dire qu'on parlera un jour, si on prend plus largement à l'échelle de la société, d'un citoyen créatif ou des qualités de créativité d'un citoyen ou d'une part de la société. Je pense que ça aidera énormément le futur citoyen d'être capable d'être un peu créatif. Et en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé cet aspect, que ce soit dans la musique, aujourd'hui dans l'écriture d'histoires pour enfants, ou dans le fait même sans écrire, d'animer, d'essayer de trouver une émulation entre des équipes créatives pour fabriquer des histoires pour enfants. Et oui, moi je pense que c'est bien d'ouvrir cette porte, même à l'école et même pas forcément au lycée, même peut-être avant. Merci. Alors, on arrive maintenant à notre troisième temps de proposition, à notre moment créatif, à l'idée d'évoquer des pistes de développement de créativité à l'école alsacienne. Grégoire Borst, comment pensez-vous que la créativité devrait être développée à l'école ? Je sais pas. Hein. Mais en plus, moi, j'ai pas d'expertise en pédagogie, donc il y a aussi un champ d'expertise qui là sort de mon champ d'expertise. Je vais essayer de répondre. Quand même, je pense que pour être créatif, il faut, d'une certaine manière, savoir quand même comment on fonctionne. On l'a un peu tous dit, c'est-à-dire que c'est ce que vient de dire Martin, c'est-à-dire que quand on crée une œuvre, on la crée parce qu'elle produit une émotion chez nous, mais on peut supposer qu'elle crée une émotion chez l'autre. On pense qu'il peut y avoir là quelque chose d'un commun, de quelque chose qu'on partage autour de cette œuvre. Donc c'est quand même un processus qui est éminemment psychologique, en fait. On s'engage dans ce qu'on appelle
des théories de l'esprit, c'est-à-dire qu'on passe notre temps en fait en tant qu'humain, et même quand on est tout jeune, quand on est un bébé, on passe son temps à inférer finalement ce que les autres sont en train de penser, ce qu'on est en train de penser, quelles sont les intentionnalités. Et en fait, vous passez votre temps à faire ça. C'est-à-dire que pour interagir avec les autres, on a besoin de faire ça. Et pour être créatif, il faut aussi faire ça, parce qu'il faut se dire, bon tiens, bah, ça c'est ce que pense tout le monde, et puis bah, moi je vais essayer de proposer peut-être quelque chose d'un peu différent. C'est ce que ta maman avait fait en disant, bah tiens, en fait, il n'y aura que des Barbie Girls, donc tiens, on n'a qu'à faire le rythme africain. Et donc je pense qu'il y a c'est un peu comme toutes les autres disciplines, même si c'est pas une discipline. C'est qu'en fait, il y a une progressivité à penser. On peut imaginer des jalons. Et ces jalons, ils vont effectivement, à un moment, être dans une discipline donnée, d'avoir des temps de créativité, de création, qui sortent de la normativité, finalement, de ce qu'on propose dans un système éducatif. Mais il y a avant, peut-être, d'essayer d'expliquer finalement comment on fonctionne. Parce que la meilleure façon d'être créatif, c'est quand même de vous expliquer comment on fonctionne, comment vous fonctionnez en fait. Ça, c'est vrai que c'est complètement absent du système éducatif. C'est-à-dire que force est de constater qu'à aucun moment de votre éducation et de votre parcours éducatif, on vous a expliqué comment vous fonctionniez. C'est-à-dire qu'en gros, on a espéré qu'en vous faisant passer par différents types d'apprentissage, progressivement, vous alliez inférer la façon dont vous fonctionnez. Et c'est exactement la même chose pour la créativité. On fait faire de l'art, des activités artistiques, et puis on espère qu'à un moment, vous arriverez à comprendre finalement quel est le processus créatif sous-jacent. Et ben, je pense que c'est une très très mauvaise idée de faire ça. D'ailleurs, c'est assez facile de voir que ça ne marche pas. C'est que quand on regarde aujourd'hui la construction des inégalités à l'école, elle se construit sur les implicites. C'est-à-dire que tout ce qui finalement n'est pas enseigné à l'école va être enseigné dans les familles. Et plus vous avez un capital culturel important, plus globalement ça produit effectivement une inégalité des parcours scolaires. Et donc je pense que l'apprentissage de la créativité, il passe par une compréhension de nos mécanismes finalement d'apprentissage, comment on apprend, et qu'est-ce qu'on entend par créativité, comment on peut essayer d'être créatif, et que c'est pas simplement de l'expérientiel, quoi. C'est pas simplement faire des expériences de cela, c'est aussi de façon très explicite d'expliquer comment ça fonctionne, un cerveau humain, comment un cerveau humain peut être créatif, qu'est-ce que ça engage, le fait qu'il y ait des connaissances associées, c'est un peu ce qu'on disait tous, mais quand est-ce qu'on le dit à l'enfant ? Quand est-ce qu'à un moment dans son parcours scolaire, on nous dit « Regarde, en fait, tu as besoin de connaissances pour être créatif. » C'est pas simplement voilà, tu génères 50 idées et puis tout d'un coup, tu es super créatif. Non, je suis désolé de te dire, pas forcément super créatif quand tu génères 50 idées. Et c'est vrai de tous les autres types d'apprentissage. C'est effectivement se dire à un moment, on fait le pari de l'intelligence de l'enfant et on fait ce qu'on ferait avec n'importe quel adulte, c'est-à-dire qu'on lui explique le pourquoi et le comment de ses apprentissages. Et on le fait systématiquement, et aussi pour la créativité. Et que c'est le gage, à mon avis, de créer une école dans laquelle l'enfant peut s'épanouir, parce que finalement, quand on comprend le pourquoi et le comment, on est quand même un tout petit peu plus engagé dans ses apprentissages. Moi, j'ai une scolarité un tout petit peu compliquée, mais parce qu'à partir du moment où on n'était pas capable de m'expliquer pourquoi je devais apprendre quelque chose, je refusais de l'apprendre. C'était un peu compliqué dans l'école française, hein. Donc je pense que c'est un enjeu. Et puis je rappelle quand même que c'est aussi respecter la personne humaine qu'est l'enfant. C'est-à-dire que de lui expliquer le pourquoi, le comment. Et je crois qu'il faut qu'on fasse la même chose sur la créativité. Il faut qu'on fasse attention à pas oublier ça quand on essaiera de promouvoir la créativité dans les apprentissages. Maintenant, je vais m'adresser à tous. À présent, à tous les artistes autour de la table, quels exercices de créativité imagineriez-vous d'un point de vue très pratique ? Voilà. Moi, je commence parce que j'en ai un. Voilà, donc, j'ai pensé à un et il est peut-être bidon. Et je trouve que ce que tu viens de dire, Grégoire, est très intéressant et que, oui, clairement, moi qui ai eu parfois des petits moments, je me souviens des moments d'un peu de difficulté à l'école. C'est vrai que oui, ces explications-là et c'est vrai, inspirer les enfants à travers des exemples qui leur parlent à eux, c'est-à-dire que effectivement leur montrer quel a été le chemin de Jul ou de Mbappé ou d'exemples qui sont des exemples réels pour eux.
et qui sont des bons exemples. Peut-être que c'est pas vrai pour Mbappé, ou peut-être là je rentre dans un débat, voilà. Mais en tout cas, je crois que c'est intéressant et ça c'est vraiment super. Moi, l'idée qui m'est venue en réfléchissant à comment être pratique justement et se dire comment on peut s'exercer à la créativité, puisque comme vous le savez, je crois qu'on peut travailler entre guillemets la créativité. Pour moi, il pourrait y avoir un cours de scénario à l'école à un moment. Alors je sais pas à quel moment, est-ce que c'est très tôt, est-ce que c'est au lycée, mais en tout cas l'exercice du scénario est un exercice assez génial pour développer la créativité. Parce que d'abord il est assez démocratique, c'est-à-dire qu'effectivement si on se dit, on parlait de pratique des arts, il y a des enfants qui jouent du piano 3 fois par jour depuis qu'ils ont 4 ans parce qu'ils ont un piano à la maison, etc. Et puis, ou d'un autre instrument, et puis il y en a d'autres chez qui la musique n'est pas très présente à la maison, et puis forcément quand ils arrivent en cours de musique, c'est la galère, quoi. Et certains, et puis en plus ça fait appel à des notions parfois de talent intrinsèque. Quelqu'un qui chante juste, par exemple, c'est quelque chose c'est pas juste. Il y a des gens qui chantent juste, d'autres qui chantent pas juste. Et le scénario, c'est un truc qui est génial parce qu'en fait c'est apprendre à raconter une histoire. Et en fait, nous, on raconte tous des histoires toute la journée, et en fait, je crois qu'il y a plein d'applications professionnelles dans des domaines très créatifs ou même moins, où en fait, il faut être capable de savoir raconter une histoire. Et donc, à travers ces techniques de comment on raconte une histoire, dans quel espace on la place, quels sont les protagonistes, à quel moment ou dans quel monde on invente, etc. Eh bien, à la fois, on apprend plein de trucs et en plus, clairement, on développe de la créativité à un endroit où je crois on a le droit de le faire, puisqu'on a le droit d'imaginer des choses très, très diverses. Et donc ça, c'est intéressant. Et le dernier point que j'aime bien dans cette idée, c'est que pour rejoindre le truc de l'intelligence émotionnelle et du côté échange, c'est que ça, pour le coup, c'est très intéressant de le faire en groupe, parce qu'on va être littéralement scotché par les idées qui vont venir de toi ou d'un autre, et on n'y aurait jamais pensé. Et en fait, la somme des idées de chacun donne confiance et permet d'aboutir à quelque chose qui a énormément de valeur créative. Et donc, moi, j'aime bien cette idée. Après, bien sûr, c'est très utopique, mais c'est un peu comme l'aigle qui attrape l'œuf. On a le droit d'imaginer des aigles qui attrapent des œufs. On en a parlé quand on a fait la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, de l'idée d'un cours de créativité. On peut parler de ça parce que, non, on a dit peut-être que l'État n'a aucun intérêt de mettre ça en place, mais quand même, je pense que ce serait une très très bonne idée. Et dans ce cours, on va employer peut-être un artiste, je sais pas, un professeur en tout cas qui a beaucoup exercé et qui va pouvoir donner aux élèves des exercices de créativité, je sais pas, traverser la cour en marchant en arrière, s'échanger nos vêtements. Je sais pas, je donne encore un exemple de mon enfance, je suis désolée, mais un jour mon père m'a envoyé dessiner un extraterrestre comme exercice, comme ça. Et je suis venue, à chaque fois il m'a dit non, ça c'est trop humain. Je suis revenue avec un autre et il a dit non, ça ressemble encore à un animal. Il faut que ça ressemble à rien. Faire quelque chose qui ressemble à rien, un extraterrestre. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réussi. Je pense que c'est un exercice génial. Et voilà, cours de créativité à l'école. Alors. Oui, je vais parler de mon domaine, l'écriture ou la réception des textes. Juste avant, un petit préalable, je pense que parce qu'on a parlé de l'enseignement des profs, moi je crois pouvoir dire que tous les moments durant lesquels le ou la prof qu'on avait devant nous à la fois nous transmettait tel texte, mais il mettait aussi
volontiers de son ressenti, de son émotion, étaient des moments en fait où on prenait une sorte de double charge et ça passait mieux. C'est-à-dire que la passion, évidemment, du prof qui vous dit pourquoi lui ou elle, il aime Ronsard, Du Bellay ou Rimbaud, ça donne aussi un élément en plus, c'est-à-dire que ça sort aussi, c'est-à-dire accepter aussi l'émotion dans le moment où on délivre le message, je trouve. Ce qui se fait assez peu, parce que c'est vrai qu'on a d'abord il y a plusieurs auteurs, et puis peut-être que les profs n'aiment pas tous les auteurs qu'ils font étudier, mais quand c'est possible, je trouve que c'est toujours un moment où nous on le sent, je dis nous, je ne suis plus élève depuis longtemps, mais quand on l'était, voilà, donc c'est peut-être aussi des petites choses. La créativité à l'école, ça peut être aussi accepter de l'exprimer quand on est du côté professeur, ça peut être aussi... c'est une toute petite chose, mais on parlait des élèves qui peut-être sont moins dans le cadre, qui ont des difficultés avec ça. Et je le dis ici, alors que je sais que cette école, justement, a ce regard-là, mais c'est une sorte de bienveillance qui peut-être ne sera même jamais dite, mais simplement on sait que cet élève-là, il a cette espèce de petite spécificité, on va l'accompagner dans ses difficultés scolaires, mais en l'accompagnant justement, en ne le laissant pas tomber. Il y a 1000 exemples ici dans cette école de ça, mais c'est un dispositif pédagogique autour de l'élève qui a juste l'intelligence de dire on ne juge pas uniquement sur la moyenne de la fin de l'année, mais vous savez tout ça mieux que moi. Alors après, sur les exemples concrets, moi je peux vous partager des petits exemples que j'ai pratiqués à un moment donné quand j'ai commencé l'écriture, là, un peu après l'école, mais finalement je pense que ça pourrait... je m'étais donné comme exercice de récolter le plus possible de photos dans les journaux que je découpais. Et c'était beaucoup des photos, des portraits, des visages en fait. Et à chaque fois, à côté, j'écrivais un texte qui devait tenir sur la page. Donc en fait, c'était un monologue. Et c'était toujours ce que pensait ce personnage, ou ce qu'il disait, ou voilà, une sorte de monologue à la première personne du singulier, mais de ce visage. Je l'ai fait, j'en ai rempli des cahiers entiers. Et sur le moment, je l'ai fait comme ça, sans y réfléchir. Mais aujourd'hui, je me dis que j'ai probablement exercé, à ce moment-là, sans le savoir comme je le dis aujourd'hui, mais exercé le fait de rentrer dans un personnage, de le faire exister à travers des mots, d'être aussi en empathie, si on peut dire. Ça n'est pas une personne réelle, mais de trouver qu'est-ce que ce visage a à dire. Et puis, je pense que ça serait un très bon exercice, parce qu'en fait, c'est un exercice qui oblige à s'oublier. C'est-à-dire que comme on a un visage, on pense que en fait, c'est que de la projection. Quelle est cette personne? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien raconter? Donc on s'oublie un petit peu. À la fin, évidemment, quand on lit le texte qu'on a écrit, c'est vous qui l'avez écrit et pas un autre. Donc c'est bien l'expression de quelque chose qui est en vous. Mais c'est moins impressionnant que si on vous dit tout de suite, racontez-nous quelque chose de très personnel. Il y a cette espèce de paravent de la fiction, et ça oblige à la fiction. Donc ça, c'est un exercice. J'en ai deux autres. Non, j'en ai un autre. Non, j'en ai deux. Il y en a un qui a un peu une polémique. Enfin, j'ai un débat. J'entends bien ce que vous avez dit sur Matisse. Et je suis d'accord avec ça. En même temps, moi, j'ai ressenti de la frustration quand j'étais à l'école qu'à aucun moment, on ne m'ait proposé l'exercice que je me suis proposé à moi-même plus tard. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai recopié à la main sur des pages blanches des morceaux de textes d'auteurs que j'aimais. J'ai recopié des pages de Duras. Je les ai encore à la maison quelque part. Et cette chose toute simple de dire, je prends le texte là et juste je le recopie, moi ça m'a appris plein de trucs. Et notamment ce que je disais tout à l'heure sur essayer de trouver la pulsation de Rimbaud, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la lenteur d'avoir à recopier et de dire mais où est-ce qu'elle pose sa virgule Duras? Ah tiens, c'est marrant, elle met le point là, alors que moi j'aurais continué. Tiens, elle utilise tel mot, c'est un mot que je connais pas ou qui me serait jamais venu. C'est une manière de rentrer dans dans la texture vraiment du texte. C'est des choses qu'on ne fait pas quand on étudie un texte de Duras à l'école parce qu'on a d'autres outils. Et simplement se couler dans sa vitesse, dans sa texture, je trouve ça important. Pardon, non, c'est juste que la copie d'œuvre, c'est génial. J'ai juste dit Matisse parce que c'est facile à faire et j'aimerais qu'il copie Rubens. C'est juste ça. Et le dernier exercice qui invite à sortir de l'école, et je pense qu'on pourrait faire, alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais jeune et que je trouve rigolo, mais je pense que ça serait bien d'inviter les élèves à suivre quelqu'un dans la rue. Voilà. Et
Et ensuite, moi je l'ai fait pendant. Je ne vais pas vous demander de suivre pendant 3 jours, hein, mais vous prenez 1 heure, vous choisissez quelqu'un dans la rue et vous suivez cette personne. Et forcément, l'imagination est obligée de se mettre en mouvement. C'est-à-dire qui est cette personne, où est-ce qu'elle va, qui elle a vu avant, qu'est-ce qu'elle a dans son sac, pourquoi elle s'arrête là. Peut-être elle va croiser quelqu'un, ça raconte une petite scène. Toutes ces choses-là pourraient faire ensuite l'objet d'un petit texte qui serait rendu à l'école en disant bah voilà, hier j'ai suivi, voilà, je vais vous raconter en fait tout simplement. C'est des petites choses qui seraient aussi une manière de sortir peut-être un peu du cadre et encore une fois de mettre en avant des qualités qui ne sont pas celles forcément de l'analyse, mais de l'observation, de l'émotion, de l'imagination, parce qu'après tout on peut mentir. Quand même, en art on ment beaucoup. Et on n'est pas sanctionné pour ça, au contraire. Alors peut-être que dans ces nouvelles matières qui seront un jour enseignées à l'école, il y aura aussi des cours de compagnonnage artistique, des cours de mise en doute, des cours d'esprit critique. Et nous arrivons à la fin de notre discussion. Merci beaucoup à tous. Ça nous conduit tout droit à la prochaine table ronde pour les 150 ans de l'école alsacienne qui aura lieu autour de la question de l'esprit critique. Merci beaucoup à tous. Et absolument, et c'est tout à fait maintenant le moment d'ouvrir le micro. Si vous voulez. Bonsoir. Merci pour cette table ronde, elle a été très enlevée et c'est très inspirant pour les jeunes et les moins jeunes. Moi j'ai 38 ans et je pense que l'exercice de suivre une personne 1 heure, ça peut se faire. Il ne faut pas qu'elle flippe un peu. Mais peut se retrouver au commissariat. Moi j'avais une question sur la créativité et l'angoisse à des artistes renommés. Il y en a 2 auxquels j'avais pensé. C'était celle de il faut sortir l'idée avant qu'on ne la perde. Donc, cette angoisse de je suis brillant mais peut-être pas demain. Et aussi l'angoisse de l'acceptation de l'œuvre par autrui. Je ne sais pas si c'est le lieu pour en parler, mais est-ce que c'est aussi un compagnon de la créativité? Et est-ce que ça peut être quelque chose que les encadrants permettent de canaliser? Il y a quelque chose qui me vient, je ne sais pas si ça va répondre à votre question. On a parlé de l'école et je pense à mon parcours personnel. Alors pardon, c'est juste pour partager cette chose-là. Je n'ai jamais osé pousser la porte du cours de théâtre de l'école alsacienne qui pourtant existait, qui était en plus à l'époque tenu par le monsieur qui maintenant a donné son nom à cette salle, Pierre Lamy, alors que probablement j'en crevais d'envie. Donc, si vous voulez, si on regardait aujourd'hui la scolarité du jeune homme que j'étais, il n'y avait pas de signe de ça. Et je pense que, je ne sais pas si c'est tout à fait votre question, mais la question de la peur de la créativité, le fait de ne pas se l'autoriser, de penser qu'on sera nul, que c'est pas pour nous, que si c'est en groupe, en plus, Martin tout à l'heure parlait d'un truc de groupe, il y a aussi, aux âges où on parle aussi, quand on a 15, 16, 17 ans, oui mais moi j'ai rien à dire, oui mais moi je suis pas original, oui mais moi ça va être nul, tout le monde va rire. Je pense qu'il y a un travail de l'école en tant que structure, de beaucoup essayer de désamorcer cette peur-là. Alors après, la question qui, moi, me trouble, c'est que quand je vous dis que je n'ai pas poussé la porte du cours de théâtre à l'âge où j'aurais pu ici, mais c'est peut-être aussi pour ça que maintenant j'écris des pièces. Et peut-être que si je l'avais fait, en fait, j'aurais fait un cours de théâtre pendant ma scolarité, et puis après, plus rien. La question de la frustration et de l'insatisfaction de soi-même, elle compte aussi dans le parcours artistique. On s'en veut peut-être aussi que nos gestes sont armés par une certaine insatisfaction à un certain moment. Non. Ouais, c'est hyper Moi, j'étais acceptée à aucun collège d'art plastique à mon pays d'origine. Et c'est pour ça que après, j'ai voulu tellement rentrer aux Beaux-Arts de Paris. Et qui de Matisse et Gustave Moreau a été renvoyé des Beaux-Arts? Oui, ils n'étaient pas voulus, donc je pouvais être prof. Une autre question? Merci beaucoup. J'ai trouvé vraiment vos interventions extrêmement inspirantes. Et puis, donc, dans cette inspiration, je me suis questionnée sur, finalement, je me disais, besoin de liberté pour être créatif. Et puis, je me suis dit, mais la contrainte aussi apporte la créativité, finalement, l'obstacle. Et donc, je voulais partager, en fait, ce questionnement avec lequel je suis là maintenant. Quelle est la part de la contrainte, de l'obstacle versus la liberté dans le processus créatif?
Je crois avoir déjà dit, hein, moi, pour moi, je pense que la contrainte est quelque chose qui aide énormément. Parce que en l'absence totale de contrainte, on est tout nu avec son génie ou pas, et c'est là qu'on flippe. Et justement, en fait, c'est vrai que moi, je trouve que l'exemple de Laurent avec les textes écrits sur les découpages, de faire des petits exercices comme ça, c'est très rassurant. Et c'est un cadre très, très, très strict, très petit. Et c'est super inspirant. Et donc, ça peut être clairement, je pense que là-dedans, il y a de la technique. Mais moi, je crois beaucoup au cadre quand on fait de la création. Parce que c'est vrai que ça permet de... Je crois que ça aide et ça enlève un peu de l'angoisse aussi de la création. Peut-être je peux juste compléter parce que avec ma casquette d'auteur de théâtre, assez souvent, ce qui n'est pas le cas pour les romans, les pièces ont été écrites dans le cadre d'une commande d'écriture. Et qui dit commande, rien que le mot, appelle quand même la question de la contrainte. Et juste pour vous raconter, je serais, je crois, bien incapable de répondre à une commande d'écriture si elle bordait trop le thème, par exemple. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire que je n'ai jamais réussi ou j'ai jamais accepté une contrainte qui me disait « Tiens, on aimerait que tu écrives une pièce sur tel personnage ou telle période ou telle histoire même. » Ça, j'y arrive pas, je peux pas, ça m'intéresse pas en fait. Par contre, il m'est arrivé de répondre à des commandes d'écriture où on m'avait dit, alors je me souviens d'une par exemple, voilà, on va travailler avec le chœur des enfants de Bondy, la maîtrise de Bondy. Donc il y a 40 gamins et on voudrait faire un spectacle où il y ait 40 enfants qui vont chanter et un acteur. Ça, c'est génial comme contrainte. D'abord, ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie, parce que les enfants au théâtre, c'est un cauchemar, parce qu'il y a des réglementations très précises. Donc déjà, je me suis dit, mais c'est maintenant ou jamais. Et ensuite, tout d'un coup, moi, immédiatement, il y a une vibration entre 40 enfants et un homme, parce que c'était un homme. Je dis, mais qu'est-ce que ça raconte? Qui est cet homme par rapport aux enfants? Et là, ça y est, moi, je suis parti. Donc, la contrainte, quand elle est là pour faire le petit stimulus dont on a besoin, c'est absolument formidable. Après, c'est vrai qu'il y a toujours mais ça, c'est chacun qui dose. Il y a toujours un moment où on se sent étouffé par la contrainte et on dit, mais en fait, il n'y a plus de place. Moi, j'ai plus de place pour aller dans votre truc. Ça va devenir... en fait, écrivez-la vous-même, parce que visiblement, vous n'avez pas besoin de moi. Enfin, voilà. Donc, il faut que ça soit à la fois... Mais vous avez raison, la contrainte... Enfin, c'est une dualité assez passionnante. Hein. Quand Pérec écrit La disparition, c'est de l'archi-contrainte absolue poussée au maximum. Et ça fait de l'écriture, oui, bien sûr. Moi, j'ai un petit exemple aussi, c'est que je dois ouvrir une expo la semaine prochaine à Orsay. Et bon, déjà, c'est pas tous les jours. Et j'étais très ennuyée parce que le directeur du musée est venu à l'atelier il y a un an. Et la toile qui était pour moi la pire à l'atelier à ce moment-là, il a dit, mais cette toile, elle est géniale, elle doit être dans l'expo. Donc moi, je savais que j'avais 1 an pour rendre cette toile géniale. Parce que j'étais obligée de la montrer. Du coup, j'ai travaillé 1 an. Et aujourd'hui, elle est bien mieux que ce qu'elle était pour moi. Voilà. Allez, on prend une dernière question. Oui, merci beaucoup. Hein, c'était effectivement extrêmement inspirant. Moi, j'avais une question sur, pour rebondir sur la question de la contrainte, mais vraiment du cadre. Quand vous disiez, vous avez parlé de l'atelier, du bureau, est-ce que vous avez eu l'impression de créer ces lieux-là? Enfin, au même titre que, à un moment donné, quelque chose arrive dans ces lieux-là qu'on crée, qui est la création. Est-ce que ces lieux-là, vous avez mis du temps à les créer, ces lieux physiques, quoi? Juste un tout petit truc. Et ça peut être très flexible. Peut-être on a un fantasme comme ça qu'à l'atelier, c'est quelque chose en bois avec des verrières et que c'est magnifique tout le temps. Ça peut être aussi pas. Ça peut être aussi... moi, je viens de faire un bébé. Et en fait, en peignant 10 minutes entre la machine à laver et faire des pâtes et allaiter, et peindre 10 minutes,
alors que le bébé et tout le monde habite à l'atelier. En fait, finalement, ça a donné une année géniale de peinture. On ne sait jamais, en fait. On ne sait jamais qu'est-ce qui va donner une bonne... Et on peut avoir l'atelier le plus beau, le plus magnifique, le bourgeois, je ne sais quoi, et en fait, il ne se passera rien dedans. On ne sait pas. Alors, je rebondis parce que c'est exactement la même chose pour moi. Je me souviens d'avoir écrit Le Soleil d'Escorta à l'époque où mon fils était né. On était dans un 2 pièces, donc j'avais le landau. Moi, je travaillais le soir, la nuit, et donc voilà, ma femme se levait le matin, moi je restais tard. On n'avait pas de place. À l'époque, je me disais, oh là là, vivement le jour où on aura un petit peu plus de place. En même temps, j'ai fait un nombre de trucs dans ces années qui étaient fous. Pas dans le confort au sens où on peut le fantasmer parfois en disant quand j'aurai un espace à moi, mais en fait c'est aussi dans ces moments-là et de ce point de vue-là, l'arrivée des enfants dans une vie alors on va dire d'artiste ou en tout cas de création, je pense que moi je suis tout à fait d'accord, ça apprend à fragmenter le temps, c'est-à-dire que si vous attendez d'avoir 5 heures devant vous, vous travaillez jamais en fait. Donc moi j'ai appris à travailler, j'avais 45 minutes, je me dis on y va, on avancera un petit peu. On apprend à travailler 45 minutes par 45 minutes. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent et c'est vrai qu'on peut être dans Enfin moi, je suis le plaisir aussi d'avoir un lieu parce que j'ai besoin, plus je vieillis, plus j'ai besoin de place pour mettre mes bouquins de documentation au moment où j'écris. Alors qu'avant, j'étais peut-être un peu plus nomade. Mais au fond, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nathanaël, ça ne nous garantit pas l'inspiration en fait, qui se produira peut-être au moment... Le plus inconfortable. C'est exactement comme la question du temps. Moi, on me demande, mais toi, souvent on me dit, tu ne fais qu'écrire, tu n'as pas d'autre métier, donc ça doit être formidable. Et puis je sens que dans cette question, il y a l'idée qu'en fait, j'ai des plages de temps incroyables, j'écris. En fait, c'est pas ma vie, ça. Moi, ma vie, c'est d'aller faire des courses, de répondre à mes mails, et quand j'arrive à sauver 1h30 d'écriture, généralement tard le soir, quand tout le monde dort, je suis content. Et longtemps, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a bien un moment où je vais avoir le temps, en fait. Et en fait, maintenant, je sais que non. Je pense que jusqu'au bout, ça sera comme ça. Et c'est parce qu'après, il y aura les petits-enfants, j'espère. Et puis après, il y aura encore autre chose. Donc, oui, non, je pense que c'est du fantasme, ça, d'avoir le temps et l'espace d'avoir des conditions optimum. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, peut-être que c'est bien. Moi, au fond, j'adore avoir écrit mes romans sur la table du salon. Je trouve ça chouette, avec des gens qui passaient autour. C'est bien. Et d'ailleurs, si ça peut vous inspirer, si vous voulez toujours, vous avez voulu écrire ou faire quelque chose avec votre main, ou n'attendez pas d'avoir un atelier ou le temps, ou n'attendez pas la retraite et tout ça. Juste faites maintenant et faites pendant que vous êtes dans le métro et pendant que vous parlez au téléphone ou juste ça peut pas venir autrement à mon avis. J'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez que les rêves et l'inconscient ont une place dans la créativité ? Super question. Et c'est bien qu'on finisse là-dessus. Alors juste, je permets je fais court. On a beaucoup parlé de nos activités, de ce qu'on fait, de comment on le fait, comme si on était en maîtrise de tout ça et comme si on avait une hyper-conscience de tout ça. Moi, je suis absolument convaincu que c'est vrai. Proposer aux autres un geste artistique, c'est faire un nombre de choix permanents. Moi, je décide que ça va commencer comme ça, je décide que tel personnage va mourir ou pas, je décide que la première phrase, ça sera celle-là. Je passe mon temps à décider d'un certain nombre de choses. Mais heureusement, ça ne se limite pas à ça. Et heureusement, il y a quelque chose qui nous traverse, je pense, et qui est de l'ordre de l'inconscient, et qui fait qu'on ne sait pas non plus complètement ce qu'on écrit. Et je vous assure que c'est vrai, moi je vous assure ça m'arrive très souvent, il y a des lecteurs qui suivent mes romans et qui me disent « Ah c'est marrant, tel personnage m'a fait penser à tel autre » ou alors vous avez fait un peu la même scène ou il y a une thématique commune. Et je découvre au moment où ils me le disent parce qu'on avance un peu aveugle par rapport à ce qu'on fait. Merci beaucoup, je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci Laurent, merci Grégoire, merci Nathanaël, merci Martin, merci Annette et merci beaucoup à Inès et Angie. Très bonne soirée, rendez-vous le 18 mars pour une nouvelle table ronde autour de l'esprit critique.